quand vous nous écrivez sur les réseaux sociaux ou par mail, il y a de fortes chances que la personne qui vous réponde, ça soit moi. Et oui, je suis désolé pour vous et je suis persuadé que vous auriez préféré parler à Catherine directement, mais bon, que voulez-vous, elle peut pas être partout. Je suis donc bien placé pour vous dire que l'une des demandes que vous nous adressez le plus souvent est comment aider un proche qui souffre psychologiquement. Il est donc temps de faire le point avec Catherine sur ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire pour aider un proche. Avant de commencer, je vais vous parler de notre lettre psy. La lettre psy, c'est un email qui est écrit par Catherine et moi et qui contient 3 articles et une citation sur la psychologie et la psychothérapie. Elle est gratuite et elle est envoyée toutes les 2 semaines à nos abonnés. Pour vous inscrire, ça se passe sur notre site internet catherinapsy.com tout attaché. Et maintenant, on se lance dans le vif du sujet. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile d'aider un proche qui souffre ? En fait, c'est très difficile parce que quand tu vois quelqu'un que tu aimes en train de souffrir, toi, ça va aussi t'amener des émotions particulières. Et ces émotions, elles peuvent devenir insupportables. Quand tu vois quelqu'un qui est dans une intensité émotionnelle, qui parfois n'arrive plus à se lever le matin, qui va très très mal, en fait, ça te génère des choses hyper intenses. Ça veut pas dire que d'autres gens, ça te ferait rien. Peut-être que si tu vois quelqu'un dans la rue qui souffre, tu vas aussi avoir de l'empathie. Mais en termes d'intensité émotionnelle, ça va pas te faire les mêmes choses, déjà parce que c'est pas le même système d'attachement qui va se mettre en place. Quand tu as ton logiciel d'attachement, petit logiciel, comme je dis dans l'atelier sur l'attachement, qui va se mettre en place parce que c'est quelqu'un de proche de toi, ça va activer d'autres choses et donc ça peut devenir insupportable pour toi en fait de voir cette personne souffrir. En plus, j'imagine qu'il doit y avoir une envie que ça aille vite, peut-être. Alors oui, voilà, c'est du coup une conséquence, c'est que régulièrement, quand tu as un prof qui souffre, tu vas lui proposer des options, des solutions. Tu n'as pas vérifié que c'est de ça dont la personne a besoin, parce que parfois, quand une personne est rassurée ou quand une personne est consolée, en fait, son système cérébral va être capable de reprendre une activité normale. Ça me fait penser au guignol, c'était pas... Vous pouvez reprendre une activité normale. Bon, pardon, c'est pour les gens qui ont notre âge. C'est une blague de boomer. Une blague de boomer. Donc le cerveau peut se remettre à travailler entre guillemets correctement et normalement une fois que la personne est apaisée émotionnellement. Donc si toi t'es déjà en train de lui trouver des options qui sont déjà des choses intellectuelles avant même que la personne soit apaisée, finalement t'es à côté de la plaque et ça va pas l'aider. Mais en fait régulièrement on va le faire pour soi parce que nous on ne supporte pas ce que ça nous fait, ce qui est normal. En fait c'est intéressant ça, on le fait pour soi parce que la vue d'une personne qui souffre est trop difficile à nous à recevoir. Ça te génère quelque chose qui est extrêmement intense pour toi, possiblement que tu n'arrives pas à gérer. Donc soit de la culpabilité de ne pas y arriver, soit éventuellement de la peur pour cette personne qui peut être très intense, soit une tristesse extrêmement intense aussi, etc. Et donc toi, ça te fait quelque chose qui fait que ton système va se mettre dans son système de menace. Il faut s'activer rapidement. Sauf que du coup, tu vas te retrouver à résoudre ton besoin et tu n'es pas forcément proche du besoin de l'autre. Et donc régulièrement, on oublie de prendre le temps d'essayer d'évaluer qu'est-ce qui se passe exactement pour la personne, quel est son besoin, qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place pour ça, etc. Parce que nous, on fait en thérapie, en fait. Mais c'est normal pour un proche, même moi, pareil, t'as beau être psy, moi, un proche qui souffre, c'est juste, c'est pas possible, quoi. Je suis tout de suite en train de trouver des options, fais ci, fais ça, limite, je propose des séances de MDR à la personne, alors que c'est juste pas du tout adapté de proposer des séances de MDR à tes proches, à toi, parce que de toute façon, tu vas pas être très objectif et pas avoir beaucoup de recul, quoi. J'avais pas conscience de ça, c'est que c'est pas vraiment une démarche altruiste, c'est plutôt une démarche finalement pour soi quand on cherche à aller résoudre le problème de l'autre finalement. Ça peut être aussi altruiste, ça n'empêche pas, c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu peux aller vers lui ou vers elle, je veux dire si tu vois dans la rue et que tu le fais, d'ailleurs il n'y a pas tant de gens qui le font, mais ça va être vraiment altruiste. Mais par contre ça va pas être une intensité aussi forte que quand c'est un ou une proche. Et c'est pour ça que souvent on se précipite, parce que c'est cette question d'intensité, après c'est biologique, c'est une question de gestion du système de stress, pour le dire vulgairement, quoi. C'est-à-dire donc du coup tu as dépassé un seuil, puisque toi tu as une émotion vraiment intense, et donc en fait tu résous inconsciemment ton problème plus que l'autre. Parce que si vraiment tu résolvais le problème de l'autre, alors tu prends d'abord le temps, qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as déjà essayé, est-ce que ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, est-ce que je pourrais t'aider, si oui, comment, etc. Et ça, il faut être suffisamment calme pour réussir à le faire. Moi, si je vois, je sais pas moi, quand j'ai des proches ici qui sont dans un état que j'estime peut-être possiblement dépressif ou proche du burn-out, ça va être très compliqué pour moi d'être aussi calme que si je suis avec quelqu'un pour qui mon système d'attachement ne s'active pas pareil. Alors, imaginons un premier cas de figure, que la personne que l'on souhaite soutenir est d'accord pour aller voir une aide extérieure. Donc dans l'optique où c'est tout à fait ça déjà. Parce que c'est une des choses importantes à faire. C'est-à-dire que quand un proche ou une proche souffre, c'est une chose importante à faire au bout d'un moment de suggérer de se faire aider. D'accord, imaginons cette personne est d'accord de se faire aider.
Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec cette personne pour que ça aille mieux? Bah, déjà, si la personne a accepté d'être aidée, t'as presque plus grand chose à faire à part d'être soutenant ou soutenante, de proposer éventuellement de l'accompagner, lui demander si ça l'angoisse d'aller à un rendez-vous psy, parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais été, voilà, ça les stresse, demander s'il y a d'autres choses que tu peux faire. Alors attention quand même toutefois, ce qu'on appelle parfois un peu vulgairement le syndrome du sauveur, qui fait que tu vas faire des choses pour sauver et non pas pour aider. Vérifions toujours avec les gens qu'on veut aider que c'est bien ce qui les aide. Toujours avec cette histoire de solution de tout à l'heure. Voilà, si tu dis à quelqu'un, je sais pas moi, non, il faut que tu te reposes, tu bouges pas, alors que la personne, au contraire, elle a besoin de voir du monde ou d'aller marcher dans la nature parce que c'est ça qui va l'aider. Voilà, c'est important de laisser les personnes concernées s'exprimer et dire ce qu'elles veulent faire. Et en plus, le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que tu vas un peu pousser les gens parce que toi, tu penses que c'est ça qu'il faut faire, mais t'as pas vérifié. Et en plus, au bout du compte, bah, la personne, ça va peut-être l'agacer. Et toi, tu vas finir par te dire, et ça c'est typique du syndrome du sauveur, tu vas finir par te dire, les gens sont ingrats, tu les aides, tu fais plein de choses pour eux, et puis en fait, bah, ils te remercient pas. Bah oui, parce qu'en fait, t'as pas demandé à la personne si elle était OK. Donc voilà, de vérifier, de demander à la personne, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, pour te faciliter la vie en ce moment, parce que c'est compliqué. Est-ce que, après, ça dépend des cas de figure, mais est-ce que je peux de temps en temps te soulager, te préparer à manger? Est-ce que je peux te faire des massages s'il y a des douleurs physiques? Est-ce que je peux prendre le temps chaque jour de discuter un petit moment avec toi? Enfin voilà, de proposer des choses, mais vraiment toujours vérifier. On va imaginer maintenant un deuxième cas de figure. La personne, elle a pas envie d'avoir une aide extérieure. Déjà, je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait qu'une personne ne souhaiterait pas avoir d'aide extérieure? Pourquoi certaines personnes seraient un peu bloquées à ce niveau-là, d'aller voir un psy ou... Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème social avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, même si peut-être les choses changent un petit peu, je pense qu'on est loin que la santé mentale soit aussi bien considérée que la santé physique. C'est-à-dire que la santé mentale, c'est pour les faibles et c'est pour les fous. Je caricature, bien sûr, heureusement que je pense pas ça, sinon je ferais pas ce métier. Mais il y a encore beaucoup de gens pour qui c'est le cas. Et moi-même, il y a 20 ans, quand j'ai dû aller en thérapie, c'est ce qui m'est passé par l'esprit, quoi. Il faut pas que les gens le sachent parce que sinon je passais pour une faible. C'est bon, je peux m'en sortir toute seule, je peux parler avec mes copines. C'est quand même pas tout à fait pareil. Et donc, au demeurant, j'en avais pas beaucoup avec qui je pouvais parler. Voilà, justement, parce que quand t'es pas bien, tu t'isoles, quoi. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'il y a une problématique sociale qui fait que aller voir un psy, c'est la honte. Un psy ou une psy. Donc, parfois, c'est difficile. Et puis, deuxième chose, ça veut dire que tu reconnais que tu es dans une difficulté. Et parfois, c'est déjà une étape que de reconnaître que tu vas mal. Reconnaître une faiblesse, finalement, c'est déjà difficile. Non, moi, je dirais pas une faiblesse. Je dirais que c'est une vulnérabilité. C'est pas pareil, c'est pas forcément une faiblesse. T'es vulnérable, et tous les êtres humains le sont à différents endroits ou moments de leur vie ou dans différents domaines. Mais effectivement, ça va être vu, comme tu viens de le dire, comme une faiblesse. Et donc, parfois, c'est difficile, surtout quand on manque d'estime de soi, c'est difficile d'accepter qu'on a une vulnérabilité parce que, en fait, dans notre cerveau, avoir une vulnérabilité, ça veut dire je suis nul. Et donc, comme le cerveau fait le lien, alors sur un plan théorique, il n'y a pas de lien. Tu peux être vulnérable et être quelqu'un de très bien, et être quelqu'un d'important, être quelqu'un de solide par ailleurs dans d'autres domaines. Mais là, tu as une vulnérabilité particulière. Et le problème, c'est que si tu fais le lien avec je suis nul, bah ton cerveau, il va tout faire pour ne pas se dire j'ai une vulnérabilité. Sinon, il commence à tomber dans la dévalorisation qui peut être parfois pour certaines personnes extrêmement intense. Donc le cerveau, une perte d'image de soi. Exactement. Et effectivement. Tu vas perdre ton estime de toi si tu te dis. Donc parfois, c'est déjà tout un travail d'accepter qu'on est dans une vulnérabilité qui demande probablement une aide extérieure. Est-ce que le fait que une personne insiste finalement en disant bah voilà j'aimerais bien que tu ailles voir un psy le lundi, le mardi, le mercredi, est-ce que au contraire ça pourrait au lieu de convaincre, ça pourrait faire l'effet inverse finalement? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la réactance, donc tu vas faire exactement le contraire de ce qu'on te dit, et puis ça peut... en plus, si tu le fais comme ça, peut-être que c'est que toi, tu es dans une sorte d'impatience, parce que tu t'inquiètes, voilà, comme on disait tout à l'heure, du coup, c'est ton inquiétude, et c'est peut-être pas le rythme de la personne. J'insiste juste, par contre, si vraiment vous êtes inquiet ou inquiète pour la vie de la personne, il n'y a pas 36 000 choses à faire, il faut aller aux urgences psychiatriques, c'est là pour le coup, effectivement c'est là où c'est le cas où il y a une urgence, donc du coup voilà, on prend. Et concrètement, comment ça se passe pour les urgences psychiatriques par exemple, s'il y a faut appeler et il y a quelqu'un, une ambulance soit la personne accepte que tu la prennes dans ta voiture et que tu l'amènes,
soit effectivement, tu t'appelles les pompiers ou le SAMU la Et même si la personne n'est pas d'accord, finalement, elle est prise en charge Bah, ça va dépendre des situations. Là, il faut voir avec un médecin en fonction de la gravité de la situation. Mais il peut y avoir effectivement, s'il y a un danger pour la vie des autres ou la sienne, il peut y avoir effectivement des possibilités d'être comment dire, hospitalisé d'office dans certaines situations. Et puis dans d'autres, bah, en fait, il va y avoir une prise en charge sur le moment où les personnes vont venir, quoi. Mais ça, effectivement, s'il y a un danger pour la vie, à ce moment-là, l'urgence devient différente. Là, je parle des situations où ce ne serait pas le cas. Et effectivement, insister, ça va pas aider la personne. Ce qui peut aider, par exemple, c'est si vous avez été en thérapie, d'expliquer en quoi ça vous a aidé. Expliquer en quoi ça n'a pas fait de vous quelqu'un de nul. C'est voilà, ma vie, ça m'est arrivé, voilà, je suis allée voir un psy ou une psy, ça m'a aidé à ceci ou à cela. T'es pas obligé de faire 3 ans, même 10 ans de thérapie, tu peux y aller quelques séances déjà pour voir de quoi il s'agit et commencer à déconstruire les choses pour commencer à comprendre ce qui se passe et ensuite modifier les choses. Donc voilà, insister trop lourdement, ça peut vouloir signifier que en fait c'est nous qui avons une émotion trop forte et alors là peut-être que nous aussi on a besoin de se faire aider parce que bah, c'est pas facile de voir un proche qui souffre et qui veut pas être aidé parce que vous pouvez voir les personnes comment dire, qui va de plus en plus mal. Et peut-être qu'à un moment donné, elle va se reprendre, et peut-être que parfois, non, et que vraiment, à un moment donné, elle va finir par dire, ok, maintenant, je t'ai entendu, et je vais aller être aidée, et est-ce que tu peux m'accompagner, ce serait plus facile pour moi, et parfois pour la première séance, voilà, on peut y aller avec la personne, mais vraiment plutôt de le dire de manière positive, c'est-à-dire que plutôt que de critiquer. Parce que quand tu dis il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles, en fait on entend tu fais chier de pas y aller, quoi. Ce qui est une critique au final, Ouais. une critique déguisée. Ce serait plutôt, mais vraiment, tu sais, je suis inquiète pour toi. Vraiment, je suis inquiète pour toi parce que je vois ça. Citez les symptômes que vous voyez, je vois ça, ça, ça. Ça fait X temps que tu dors pas bien, ça fait X temps que éventuellement tu manges pas bien, t'as perdu beaucoup de poids. En étant finalement très factuel et... Très factuel, ouais, oui. tout à fait. C'est-à-dire, et puis je vois que tu sors plus, t'es sollicité mais tu veux plus sortir. Le matin, t'as la boule au ventre. Voilà, ça fait 2 semaines que t'es arrêté, et t'es angoissé à l'idée de retourner au travail, par exemple. Citez les symptômes que vous voyez et dites que vous êtes inquiet, ça vous pouvez le dire. Hein. Et parfois on croit que si on va dire à l'autre notre propre émotion, en fait on lui fait porter. Tout dépend de la manière dont vous le dites. C'est sûr que si vous dites je suis super inquiet donc faut que tu y ailles maintenant, bah, là t'es en train de faire porter à l'autre ta problématique. Maintenant si tu dis je suis vraiment inquiète pour toi, et on le dit calmement comme ça, donc le langage non verbal est calme, en fait au contraire c'est hyper important pour la personne. Vous êtes en train de lui dire tu es suffisamment importante pour moi ou important pour moi pour que ça me touche en fait ce qui se passe. Donc tout est une question de la manière dont on le dit, c'est pas le contenu qui est forcément grave, c'est la manière dont on va le dire. Donc du coup on peut dire ça, on peut dire je suis inquiète pour toi, il y a ça, vous renommer les éléments factuels. Tu sais, moi à une époque je suis allée voir un psy, bah, ça m'a vachement aidé, vous expliquer en quoi, pourquoi, comment, et de le redire régulièrement, mais sans la critique déguisée de tu fais chier de pas y aller, jusqu'à ce qu'un jour peut-être ça fasse son chemin. Parce que vraiment c'est important d'avoir en tête qu'on ne peut pas forcer quelqu'un, à nouveau, sauf avec la question des urgences, s'il y a quelqu'un qui vient et qui a une hospitalisation d'office parce qu'on estime que éventuellement il y a un danger pour la vie, mais sinon on ne peut pas forcer malheureusement, enfin Malheureusement, pas forcément. oui, malheureusement pour soi-même parce que ça nous fait du mal de Oui. voir la personne qui souffre et c'est difficile de vivre aussi avec quelqu'un qui souffre durablement. On ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas aller voir un psy à le faire. Donc ça c'est important, au bout d'un moment, si ça fait trop mal à nous-mêmes, et ben aussi, c'est possible de se faire aider. Hein. Il y a beaucoup de choses qui Moi, sont... j'allais te demander quelles sont les conséquences pour les personnes qui veulent accompagner, quelles sont les souffrances qu'elles peuvent ressentir. Bah, tu peux avoir une fatigue morale et psychologique, toi, parce que bah, d'entendre quelqu'un pendant des semaines, voire des mois qui va pas bien, ça peut être lourd. Donc il y a des moments, tu as besoin d'oxygène, mais peut-être tu culpabilises. Imaginons que c'est ton conjoint ou ta conjointe, t'oses peut-être plus sortir, parce que t'oses peut-être plus dire les choses qui vont bien pour toi, parce que tu as peur que l'autre, ça la fasse se sentir mal. Donc à nouveau, vraiment, toujours, il faut vérifier avec l'autre personne, parce que des fois, on se fait une idée de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire. En fait, pour l'autre personne, peut-être ça lui ferait du bien, au contraire, d'entendre que il se passe des choses chouettes dans votre vie. Donc à toujours vérifier avec les personnes, ne pas penser pour elles, en fait. Sinon, on les aide pas. Mais oui, ça peut être lourd et c'est important de le reconnaître. Et l'idée n'est pas de se dire oui, mais je peux pas le dire parce que c'est culpabilisant. Bah non, pas forcément. De toute façon, dites-vous une chose, les personnes qui vont pas bien se sentent déjà comme des boulets pour les autres.
Donc, qu'on fasse comme si tout allait bien, de toute façon, ça change rien, et ils se sentent déjà mal. Donc, on peut dire, oui, vous pouvez dire, bah, écoute, là, j'ai vraiment besoin d'un peu d'oxygène parce que t'y es pour rien d'être dans cet état. Personne choisit d'être mal, hein, clairement. Parfois, il y a des gens qui disent, oui, c'est parce que j'ai décidé, quels sont des trucs, des fois, de développement personnel qu'on peut voir. Si on veut vraiment être bien, on peut l'être, on peut décider. J'ai vu une vidéo l'autre fois qui disait si vous avez une dépression, c'est que vous le voulez bien, quoi. Non, enfin, faut juste arrêter avec ça. Aucun cerveau ne choisit d'être super mal, quoi. C'est pas, on est orienté vers notre survie et ça, c'est pas bon pour notre survie. Donc, Moi, j'ai entendu aussi des termes en psychologie de bénéfices secondaires ou de choses comme ça. alors, bénéfice secondaire, c'est autre chose. C'est sur le plan de la systémique, dans un comment dire, quand tu es dans un groupe de personnes, par exemple, si, par exemple, je sais pas moi, quand tu étais enfant, tu avais des parents qui s'occupaient pas de toi et qui te négligeaient, mais sauf quand tu étais malade, bah, en tant qu'enfant, et c'est pas conscient, hein, c'est pas de la manipulation consciente, c'est juste qu'en tant qu'enfant, ton cerveau, il a bien compris que quand tu es malade, on s'occupe de toi. Donc, bah, ça, c'est un bénéfice secondaire. Mais par contre, le bénéfice secondaire, c'est pas ni de la manipulation, parce que c'est pas conscient, ni, comment dire, un choix. Enfin, genre, t'as pas choisi de faire ça, c'est juste que bah, ton environnement t'a fait faire cet apprentissage-là. Mais c'est pas un bénéfice secondaire, c'est pas un truc de dire c'est ma faute, voilà. Donc pour, ta question c'était, excuse-moi, je reviens à ta question, c'était quelles conséquences? Quelles conséquences pour la personne qui Donc ça peut être dur, accompagne? Ouais, voilà, ça peut être ça difficile très dur. et ça peut aussi justifier qu'on se fasse aider pour pouvoir bah, ne plus culpabiliser. On fait ce qu'on peut aussi. C'est normal d'avoir aussi besoin de temps en temps de respirer, etc. Et plus vous allez être bien et plus vous allez pouvoir aider les personnes autour de vous. Donc ça peut être des choses, parfois dans les couples, quand il y en a un des deux qui est dans une dépression ou dans des troubles anxieux intenses et qui est suivi en thérapie, de temps en temps, on peut travailler en couple. Comment cette personne peut accepter que l'autre de temps en temps bah, s'absente ou aille recharger ses batteries pour pouvoir ensuite l'aider parce que bah, il l'aime ou elle l'aime et voilà, c'est important pour lui ou pour elle. Donc c'est ça qui est important aussi à reconnaître. Parfois la culpabilité, quand on vit avec quelqu'un qui a un trouble psychologique ou psychiatrique, on peut la ressentir parce que bah, même moi à côté, je vis des choses agréables, dans mon boulot ça se passe bien, j'ai des amis ça se passe bien et on veut plus en parler, on n'ose plus sortir, etc. Mais si nous après on va de moins en moins bien, ça va pas aider l'autre non plus. Et donc on peut ressentir une culpabilité assez intense qui après bah, peut nous amener nous aussi des troubles. Donc c'est important de éventuellement se faire aider pour ça, pour pouvoir bah, vivre le moins mal possible une situation pareille et traverser la situation, quoi. Et justement maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec une personne qui ne souhaite pas d'aide extérieure? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'accompagnant? Bah, donc voilà, si je résume ce qu'on a Oui, dit c'est un peu finalement, résumé. la première chose c'est effectivement suggérer d'aller voir quelqu'un régulièrement sans agressivité et sans pression, parce que sinon ça n'aura pas l'effet escompté. Décrire les faits qu'on voit et dire que ça nous inquiète, mais pareil, le plus calmement possible, en tout cas devant la personne. Et si vraiment ça devient difficile et qu'on devient agressif ou agressive parce que bah, on s'inquiète trop, là vraiment c'est important de pouvoir décharger, donc soit auprès d'un ou d'une professionnelle, soit auprès d'amis, pour que devant la personne on puisse être entre guillemets le plus serein possible. Enfin, serein n'est pas le bon mot, mais être le plus calme possible en tout cas. Vraiment avoir en tête que si à un moment donné on s'inquiète, bah, là, il va falloir aller aux urgences. Si on s'inquiète trop, avec, en étant à peu près objectif, l'idée pas de prendre en otage l'autre pour qu'il diminue notre inquiétude, mais si vraiment on pense qu'il y a un danger pour la vie, c'est important de faire ça. Et puis de toujours vérifier avec l'autre personne que ce qu'on veut proposer, ça lui convient. Voilà, parce que sinon on est en train de lui rajouter de la pression en n'ayant pas vérifié que ça lui fait du bien, quoi, ce qu'on est en train de faire. On fait peut-être ça en fonction de notre idée, mais la personne a peut-être d'autres idées, c'est peut-être autre chose qui lui fera du bien. Quelque part, dans ce que tu dis, je trouve que ça se rapproche un petit peu des demandes qu'on peut faire en CNV, effectivement, en étant factuel. Et ouais, peut-être que ça peut aider aussi, justement, ce genre de communication. Donc, la CNV, c'est communication non violente. Donc, il y a pas mal d'ouvrages, hein, les mots sont des fenêtres. Bah, on a fait un épisode On a fait un épisode, tout simplement. Allez l'écouter. Parce que tu t'y formes, justement, donc tu nous as expliqué. Je m'y forme, ouais. Tu nous as expliqué ce qui te plaît dedans. Et c'est vrai que c'est un des points communs que je retrouve là, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est d'arriver à nommer ce qu'on ressent, d'arriver ensuite à expliquer factuellement, c'est le nombre de fois, les situations, etc. C'est des choses qui seront assez importantes pour pas que ça devienne dans une sorte de flou et
culpabilité qui est portée. Alors j'ajouterais la par- régulation émotionnelle. Mhm. Parce que comme la personne ne va pas bien, si nous on régule trop mal, l'idée n'est pas de dire qu'il faut être parfait dans la régulation, mais si on régule trop mal, on va être avec, donc, comme je disais, nos intensités émotionnelles à nous, et donc ça va rajouter sur la personne. Donc du coup, apprendre à réguler, et c'est là aussi voilà, que ça peut être intéressant de se faire accompagner ou aider voilà, par des proches, si c'est pas, parfois c'est pas toujours nécessaire mais c'est important de pouvoir en parler en fait. Et donc, soit ça suffit d'en parler, et donc les proches suffisent, soit parfois on a besoin d'un ou d'une professionnelle. Hein. On a peut-être suivi aussi. On a des patients, moi j'ai des patients voilà, dont c'est le cas, et on peut travailler sur voilà, qu'est-ce que ça fait de vivre avec quelqu'un qui est en dépression ou qui a des troubles anxieux. C'est vrai que c'est contre-intuitif finalement, parce que là, c'est pas nous qui avons le problème directement, mais finalement, on va aller demander de l'aide alors qu'on n'est pas la première personne. Si on a un problème directement, en fait. Parce que Mais tu peux pas aller en thérapie pour le problème de quelqu'un d'autre. Oui. Si tu as un problème directement, c'est ce que ça te fait à toi Mm. de vivre avec cette personne. C'est tout. Donc, du coup, ça devient ta problématique. Et déjà, d'une manière générale, on peut pas vraiment résoudre les problèmes par procuration. Donc, tu peux pas résoudre le problème de quelqu'un d'autre que toi. Mais à plus forte raison, si en plus cette personne est déjà dans la vulnérabilité parce qu'elle a un trouble, elle va pas beaucoup avoir d'énergie. Elle a déjà pas beaucoup d'énergie pour elle-même. Donc, elle n'aura pas non plus... pour toi. Donc effectivement, si, c'est important. Tu vois la manière dont on le formule, on aurait tendance à dire ouais, mais c'est pas à moi d'y aller. Ouais, mais en fait, c'est à toi que ça fait quelque chose à ce moment-là. Tu souffres à ce moment-là. C'est légitime, du coup, c'est vraiment légitime. C'est vraiment cette question de la légitimité, elle est vraiment récurrente en fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai le droit de souffrir pour ça? Est-ce que c'est normal que je souffre pour ça? Mais nous, en thérapie, on se pose pas la question en ces termes. C'est est-ce que tu souffres ou est-ce que tu souffres pas? C'est pas quelque chose qu'on a choisi de souffrir. Ça tombe dessus, on pourrait le dire comme ça. Donc, tu souffres, tu peux te faire aider. Tu souffres pas, t'as pas besoin de te faire aider. Donc, c'est pas est-ce que c'est légitime ou pas. En fait, ça va pas aider cette question. Est-ce que c'est légitime ou pas? On va nulle part avec la réponse à cette question. Et qu'est-ce que je dis si c'est non, c'est pas légitime? C'est pas légitime, mais je souffre quand même. Et je fais quoi? J'attends que ça passe, et des fois ça passera jamais. Donc la seule question à se poser, c'est est-ce que je souffre ou je souffre pas? Si tu souffres, t'es légitime à aller consulter, et puis c'est tout. Super, merci en tout cas d'avoir fait cet épisode avec moi, parce que donc je réponds souvent aux messages sur Instagram et par mail, et c'est souvent une question qui revient, c'est comment aider un proche qui ne veut pas aller en thérapie. Donc j'espère que cet épisode va pouvoir vous aider, vous donner quelques pistes à travailler pour aller mieux vous et la personne que vous suivez avec vous.